Voilà, j'aimerais bien peut-être que dans 20 ans, dans 20 ans je serai encore en vie, ça va, que dans 20 ans, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui m'appellent, qui ont quand même gardé mes coordonnées, ou qui me retrouvent et qui me disent « Ah, c'est super, lors de votre conférence ou de votre intervention, il y a 2-3 choses qui m'ont marqué et que j'ai appliquées, et du coup, je suis là aujourd'hui, etc. » Voilà, ça voudrait dire pour moi que j'ai réussi mon coup. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a longtemps, donc j'étais à votre place, et effectivement, ce qui fait que je suis aujourd'hui devant vous, directeur international de Jennifer, c'est justement que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des professionnels qui ne le savent pas forcément, mais qui m'ont donné envie, de faire leur métier, d'exercer leur profession. Et donc voilà, c'est le but un peu de cette intervention. Hein. Donc, ce que je vous propose aussi, vraiment, je sais que ce n'est pas forcément facile de prendre la parole, soyez très à l'aise. N'hésitez pas à m'interrompre, gentiment quand même, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre, vous levez la main, poser des questions. Moi, je suis là avec grand plaisir. Hein, parce que je considère que c'est très important dans notre mission de professionnel de transmettre un savoir-faire, de transmettre des conseils. Et j'espère que vous aussi, quand vous grandirez au sein d'entreprise, vous garderez toujours un œil bienveillant sur les jeunes qui viendront vous voir pour vous demander des stages, des conseils. Donc c'est hyper important, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Mais surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a pas de questions taboues, on peut parler de tout. Moi, ce que je compte faire, c'est... On m'a dit que ce qui était intéressant aussi, c'était pas uniquement de parler de Jennifer, mais aussi de vous faire part de mon parcours, hein, de ce que j'ai fait. Donc je vais partager ça avec plaisir avec vous. Et ensuite, je vous dirai évidemment quelques mots sur mon périmètre, Jennifer, sur ce qu'on fait et à quoi ça sert. Est-ce que ça vous va à peu près? Oui. Oui. Mais n'hésitez pas à dire non. Hein. Vous allez dire non, ça je suis pas d'accord, c'est toujours intéressant la contradiction, sincèrement. Hein. Bon. Donc je m'appelle David Lamarche, je suis directeur international de Jennifer depuis maintenant 1 an et demi. J'ai 48 ans et voilà, je peux dire que j'ai une carrière qui est vraiment essentiellement consacrée au retail. Alors, je ne suis pas là par hasard. C'est-à-dire par moment, vous allez avoir des gens qui vont travailler dans la mode, dans le produit. Moi, je ne suis pas là par hasard, je suis issu d'une famille qui était déjà dans le produit. Ma mère avait des magasins de fringues, mon père il était lui-même directeur commercial et travaillait à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, dans la draperie. Qui sait ce que c'est la draperie ici? Oh là là, tu devrais le savoir. La draperie, non, ça ne vous dit rien? Pardon? Pas pour les rideaux? Non. C'est pas Ça a rapport avec la laine. La draperie, en fait, c'était cette époque lointaine où les gens portaient des costumes. C'est des tissus pour costumes. Donc mon père a travaillé dans l'industrie textile dans le Nord, on est originaire du Nord, qui est un bastion du textile. Et il fabriquait du tissu haut de gamme pour de belles marques de costumes. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers du beau produit, de la main d'un produit, du toucher, des salons, de toutes ces choses importantes. Et j'aimais et j'aime bien sûr toujours beaucoup ça. Donc, il y a quand même un ADN, évidemment, il y a quelque chose qui fait, comme j'imagine vous, hein, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas rentré chez Mopspé comme ça en vous disant tiens, ça a l'air sympa, je vais pousser la porte, je vais venir. C'est certainement des raisons profondes. Et c'est quand même important dans la détermination de quelqu'un. Ensuite, j'ai fait un DUT de commerce, donc étude de commerce tout à fait classique, un DUT. J'ai eu la chance, dans le cadre de ce DUT, de partir à l'étranger et de suivre le programme Erasmus en Angleterre. J'ai fait un BA Business and Languages. Et ça, c'est un des premiers conseils, si je peux me permettre, hein, que j'ai envie de vous donner. J'imagine que c'est le cas, mais surtout, vous devez absolument maîtriser une langue étrangère. Ça, c'est hyper important aujourd'hui, si possible l'anglais, une langue internationale, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de carrière importante possible dans le retail, dans le commerce, en tout cas, mais sans maîtriser l'anglais. Hein, donc ça, c'est vraiment important, maîtriser l'anglais. Et puis, deuxième chose, j'avais le goût des voyages aussi, et encore une fois, c'est pas anodin, puisque à l'époque, je me souviens, en DUT, j'avais quoi, une vingtaine d'années, j'avais créé avec un camarade une association qui était destinée à aider les entreprises à aller à l'étranger. C'était surtout pour nous payer des voyages à Amsterdam ou à Londres, etc. On n'a pas aidé grand monde à part nous, mais quand même, il y avait vraiment une volonté chez nous, chez mon camarade et moi, de travailler à l'international. Déjà depuis ce jeune âge d'étudiant. On a réussi tous les deux à aller dans ce domaine. Donc c'est intéressant de voir un peu la détermination qu'on a dès le départ. Et donc, je redis un premier conseil, évidemment, avoir une culture internationale, hein, c'est-à-dire
La langue, c'est hyper important. Voyager, la culture, s'ouvrir. Je lisais la semaine dernière dans les Échos, il y avait une interview du patron Monde de McKinsey. Et la question du journaliste, c'était qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune étudiant qui sort de grandes écoles pour être consultant ou quoi que ce soit. Et absolument de vivre 1 an, 2 ans dans 3 pays. Et il citait évidemment l'Asie, l'Inde, mais aussi l'Afrique, le pays d'Afrique, Nigeria notamment. Et effectivement, pourquoi? Pour justement connaître ces pays, au-delà des clichés qu'on peut avoir, on y reviendra certainement, c'est aussi ce qui est intéressant quand on travaille dans l'international, c'est qu'il y a plein de clichés qui sont balayés. Donc, langue, et puis connaître, si vous êtes jeune, hein, donc allez-y, hein, vous avez vraiment le droit à l'erreur. Ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas quel âge vous avez, enfin, ça se fait pas normalement, mais on s'en fout. Quel âge vous avez pour la plupart environ? C'est quoi la moyenne d'âge? 21, 22. C'est génial. Donc, mais trompez-vous, faites des erreurs. Parce que c'est pas quand vous aurez mon âge, c'est pas à 48 ans que vous pourrez, quoi que vous n'avez pas d'âge, mais c'est plus compliqué de se tromper. Par contre, à votre âge, vous pouvez très bien partir dans une voie, vous rendre compte que vous êtes planté et changer. Donc ça aussi, c'est important. Hein, ne pas hésiter à aller au bout de vos convictions, de vos rêves, visez haut tout de suite. Voilà. Donc l'international, parler une langue étrangère, viser haut, avoir des rêves, et puis donc voyager, hein, se donner une culture internationale. Mais ça, je vous donne ce conseil, même au-delà de ma bulle professionnelle. Hein. Même si vous n'avez rien à voir avec le commerce international, je vous donne ce conseil. Surtout, je pense, dans la mode, qui est de plus en plus globale, c'est important. Donc voilà, je fais mon DUT, je fais le programme Erasmus. Et à l'époque, j'avais eu effectivement des conférences de professionnels. Vous savez, je suis du nord de la France, je suis lillois, et Lille, c'est le bastion de la distribution. Hein, à Lille, vous avez Decathlon, Kiabi, enfin toutes les boîtes du groupe Lillier. Donc c'est pas rare quand vous êtes un jeune Lillois, vous faites des études, bah forcément à un moment donné vous faites un stage dans une des boîtes de Mullier, c'est évident. Et moi il y avait une intervention qui m'avait beaucoup marqué dans mon DUT, c'était un type de Decathlon. Voilà, Decathlon. Et ce que j'avais aimé, c'est ce côté, voilà, on fait vite confiance aux jeunes, on vous donne des responsabilités, c'est intéressant. Bon, voilà. Et donc je vais tout faire pour décrocher un stage chez eux. Et je vous raconte ça, je ne vais pas être trop dans le détail, mais je vous raconte ça, encore une fois, pour aussi peut-être vous donner un conseil, et tout ça en toute humilité, hein, c'est de ne pas hésiter parfois, enfin pas parfois, surtout pas hésiter en fait, à mettre le pied dans la porte, à bousculer les idées reçues, à aller vers des endroits où on ne vous attend pas forcément. Moi, le stage que j'ai décroché, à l'époque, ils avaient un livret vachement bien fait, c'était un stage normalement réservé pour des étudiants HEC. Voilà, c'était HEC, école de commerce, machin, 2e, 3e année, etc. Moi j'étais en première année de DUT, donc rien à voir. Et le stage c'était Sport US. Ce qu'ils appelaient Sport US à l'époque, c'était le skate et tout ça, ils voulaient lancer un rayon. Et moi c'était un truc qui me passionnait. J'aimais beaucoup ça, j'étais skateur, etc. Ça me passionnait. Ouais, je sais, quand on me voit aujourd'hui, on a du mal à imaginer, mais vous verrez dans 20 ans, ce sera différent aussi pour vous. Et voilà, c'était mon truc. Et donc, j'ai décidé d'écrire. J'écris aux gars, etc. Je ne lâche pas. Je dis pas oui, mais non, c'est pas, c'est HEC, machin. Mais je veux vous voir, je veux vous rencontrer. Je sais que ce stage, je vais réussir. Et vraiment, et ce côté audacieux, j'ai fini par décrocher un entretien. J'ai convaincu le type qui était chef de produit. Voilà, j'ai fait ce stage chez Decathlon, dans la cellule sport individuel, pour étudier le lancement d'un rayon. Bon, je vous la fais courte, c'était super intéressant, c'est bien passé. J'ai pu élaborer une gamme, tester des produits. Et donc, ça a été une première rencontre. Parce que là aussi, dans une carrière, la chance, ça joue énormément. Bon, j'étais à Lille, le siège de Decathlon est à Lille. J'ai eu l'occasion de me faire connaître dans la centrale d'achat par un des fondateurs de Decathlon. Ils étaient 6 au départ, un des fondateurs qui allait créer sa boîte. Et donc, en discutant de fil en aiguille, il me propose de le rejoindre. Il me dit voilà, moi je vais monter ma boîte, est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre? Je cherche. Ils voulaient en fait reproduire ce qu'ils avaient vécu chez Decathlon, c'est-à-dire trouver 6 aventuriers pour lancer un concept de magasin. Et banco, à l'époque il y avait le service militaire, donc je fais la guerre pendant 10 mois, et puis je rejoins Benoît Poisa. Si vous googlez, vous verrez, ça a été un des emblématiques directeurs marketing de Decathlon, le 6e embauché exactement, le slogan à fond la forme, pour ceux qui connaissent, c'était lui. Et donc, ils créent leur boîte,
Et donc on était 6, avec un tour de table, un board très intéressant, puisque dedans il y avait Patrick Mullier, qui est le fondateur de Kiabi, voilà, il y avait Francis Charles Paulet de Promode. C'était quand même, c'est sympa, hein, vous avez 22, 23, 24 ans, 23 ans, premier job, vous avez ce tour de table-là. Et l'idée, le concept s'appelait Voyagers. L'idée, c'était sur 1500 mètres carrés de distribuer tout ce qui a trait au voyage. Donc, vous rentriez dans le magasin, vous aviez, et ça c'était réel, hein, vous aviez une agence de voyage, vous pouvez donc acheter un billet d'avion, vous aviez tout ce qui est sac de couchage, chaussures, vêtements, aussi bien pour partir dans le désert que dans la montagne, la bagagerie, les appareils photo, les guides de voyage, tout ce qui a trait au voyage. Donc superbe idée de concept. Et moi en fait il me propose de m'occuper, comme j'avais déjà des affinités là-dessus et j'aimais beaucoup ça, du rayon textile chaussures. Donc voilà, mon premier job ça a été ça. La chance de travailler avec des mentors exceptionnels, 2 pontes de Decathlon, 2 fondateurs, donc la meilleure école de commerce du terrain, des pros de la distribution. Et puis dans une création d'entreprise, donc on faisait tout. Moi, j'allais aussi bien dans les salons pour rencontrer les fournisseurs, référencer la gamme, proposer des produits. Et ensuite, il fallait les installer en rayon, il fallait les vendre. Enfin, il y avait tout à faire. La communication, c'était vraiment une expérience géniale. Malheureusement, je pense qu'ils avaient eu deux tropismes ou deux erreurs. La première, c'est d'avoir un peu raison avant tout le monde. C'est vrai que le concept était très novateur, peut-être un peu trop. Et en fait, voilà, ça a eu du mal à prendre. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient voulu reproduire exactement ce qu'ils avaient connu chez Decathlon. C'est-à-dire, voilà, on prend une big box, hein, on met un assortiment, on vend, et c'était peut-être une erreur de ne pas avoir assez adapté. Cela dit, un autre conseil, n'hésitez pas, vous le faites peut-être déjà, d'ailleurs il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent pour subvenir à leurs besoins, et c'est bien. N'hésitez pas à avoir une expérience terrain. N'ayez pas peur du terrain. Hein, souvent, ça c'est, je peux vous dire que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens que je connais qui ont fait une très belle carrière, qui ont accepté, et c'est mon cas, vous allez le voir après, de démarrer par un poste en magasin, par un poste de terrain. Évidemment, il ne faut pas le faire pendant 20 ans, mais n'ayez pas peur de ça. Et même, je dirais, si vous en avez la possibilité, surtout dans la mode, allez travailler dans la vente. Allez vendre des vêtements. C'est là où ça se passe. Hein. C'est pas dans les bureaux, c'est pas dans les ordinateurs, c'est pas dans les études de marché. C'est sur le terrain que vous allez voir la cliente ou le client. C'est là où vous allez comprendre les mécanismes comportementaux. C'est là où vous allez comprendre la psychologie de vos futurs clients ou futurs clients. Donc n'hésitez pas aussi à mettre cette chance de votre côté. Donc du coup, si en plus vous pouvez trouver un magasin à l'étranger, c'est top. Vous avez les deux, en Inde, en Afrique ou en Chine, alors là vous êtes le roi du pétrole. Et au-delà de l'aspect anecdotique, il faut aussi penser à votre employabilité. C'est-à-dire que demain, vous allez chercher du travail, vous allez rencontrer des futurs employeurs. Et vous voyez, si je prends là tout votre groupe, bon, j'imagine que vous êtes tous très talentueux, que vous suivez assidûment les cours, que vous travaillez bien, etc. La question qu'il faut vous poser, qu'est-ce qui va faire la différence en champ d'entretien? Et ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. Mais la personnalité, ce n'est pas vos beaux yeux, ou parce que vous parlez bien, ou parce que ça compte. Mais le plus important, c'est celui qui va arriver, qui aura une histoire un peu différente à raconter, qui aura peut-être pris des chemins de traverse, qui aura une vraie maturité de par son parcours. Hein. Donc voilà pour refermer cette parenthèse. Donc je suis dans cette boîte Voyagers. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme prévu. Et à l'époque, alors on est en 94, donc il y en a plein qui n'étaient certainement pas nés, je ne sais pas. Ouais. 94, il y a un groupe dont on parle beaucoup, c'est Camaïeu. Hein, Camaïeu. Et Camaïeu, à l'époque, c'est vraiment la boîte qui cartonne. Le fondateur Jean-Pierre Thor qui vient d'être élu manager de l'année. Donc il y a Camaïeu homme, Camaïeu femme et Camaïeu enfant à l'époque. Donc je vais rejoindre Camaïeu homme. Au départ, moi, mon souhait, c'était d'aller vers les achats. J'avais cette sensibilité produit, donc je leur envoie un CV, je voulais être acheteur, etc. Bon, c'était très à la mode à l'époque. Mais en fin de compte, ils me reçoivent, ils me disent ouais, pourquoi pas, mais chez nous, avant d'aller prendre un poste, c'était beaucoup le cas dans le groupe Mullier, c'est encore toujours le cas, avant d'aller prendre un poste d'acheteur ou quoi que ce soit, vous allez passer par le terrain. Ok, pas de problème. Donc je me retrouve, on est en 94, février 94, adjoint de magasin. Donc j'étais responsable adjoint de magasin pendant 2 mois en fait. Ouais, 2 mois. Au bout de 2 mois, ils m'ont très vite mis sur un magasin comme responsable de magasin, petit, je suis resté 2 mois, puis un plus gros. Donc ça a été assez rapide comme évolution. Et en fin de compte,
je vais me rendre compte que, comme je vous dis, multiplier les expériences, que ça me plaît beaucoup. Moi qui me destinais plutôt à aller acheter du produit, j'aime beaucoup le produit, j'aimais beaucoup toucher, j'aimais beaucoup ce côté négociation, je me rends compte en fait que je m'éclate dans les magasins. Alors c'est pas seulement le magasin qui m'éclate, mais j'aime ça, j'aime vendre. Même aujourd'hui, j'ai aucun problème pour tomber la veste dans un magasin, recevoir un client, je trouve ça formidable. Je trouve ça un très beau, très très beau métier le commerce. Parce qu'effectivement, voilà, j'aime la vente et donc même aujourd'hui, j'ai aucun problème à tomber la veste et à aller vendre des vêtements dans les magasins. Enfin, c'est un truc qui me plaît. C'est un beau métier, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, je vais surtout découvrir que ce qui me plaît dans ce métier, c'est le management. Voilà, après on pourra en parler si vous voulez. Mais voilà, je vais me découvrir que j'adore ce côté, avoir une équipe, monter une équipe, les entraîner vers des résultats, les motiver, se battre pour atteindre son chiffre d'affaires, etc. Et ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Donc après, les choses vont aller assez vite. À l'époque, donc je vous dis, on est en 94, j'ai voulu assez vite en magasin. C'est le groupe Camaïeu qui connaît des difficultés. Donc ils vont se recentrer sur Camaïeu Femmes. Et Camaïeu Hommes, chez qui je travaille, ils vont le vendre au groupe Mullier. Donc Camaïeu Hommes, ça devient Jules. Donc Jules, que vous connaissez aujourd'hui, à la base, c'était Camaïeu. Voilà, c'était Camaïeu Hommes. Et il y avait Camaïeu Enfants aussi, qui vont vendre aussi, et qui va devenir Okaïdi. Vous voyez, donc Okaïdi, c'était Camaïeu Enfants. Voilà. C'est marrant comme quoi les gens aujourd'hui ne le savent pas. Mais, donc moi, je me retrouve, là, j'ai 27 ans. Il me nomme directeur régional dans le Sud-Est. Alors, je passe de patron de magasin, j'avais eu en 3 ans des magasins de différentes tailles, à directeur régional dans le Sud-Est pour accompagner le changement d'enseigne, c'est-à-dire le passage de Camaïeu Homme à Jules. Donc, directeur régional, donc je quitte mon nord natal pour aller m'implanter à Marseille. Voilà, parce que j'avais toute la région Sud-Est. Donc, j'ai passé 7 ans à Marseille ensuite. Donc, directeur régional, en fait, vous accompagnez un groupe de magasins, vous pilotez un groupe d'une 15 à 20 magasins sur la stratégie commerciale, sur les équipes de vente, sur l'assortiment du magasin. Bon, c'est un job passionnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et ce qui m'a là aussi beaucoup plu dans la distribution et dans ces jobs, c'est le côté, vous êtes vraiment patron. Voilà, moi, j'ai besoin de ça. Ça, c'est très intéressant. Et la responsabilité, c'est-à-dire avoir vraiment la responsabilité du PNL, la responsabilité de l'embauche, c'est très intéressant. Faites attention, quand plus tard vous chercherez un job, de ne pas être illusionné, parfois seulement par le nom de l'entreprise. Évidemment, par exemple, moi j'ai travaillé chez Levi's, on va se parler cash, hein, mais c'est plus classe de dire, tiens, je suis le boss de Levi's que chez Jennifer. Ça claque sur la carte de visite, pardon. Hein. Voilà. Mais faire attention à ça, parce que parfois il y a des images ou des cartes de visite qui sont prestigieuses avec des jobs qui ne sont pas terribles. Et donc, pensez bien aussi à ça, à l'intérêt du job qu'on va vous proposer. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu donc, dans ce job de directeur régional chez Jules, c'est que voilà, j'étais patron, vraiment patron de mon activité, j'étais très indépendant. Il y a un PNL, il y a des objectifs, vous les remplissez, vous ne les remplissez pas, mais ça, c'était très agréable. Donc là, on est... Oui. Pardon ? Ah, PNL. Et donc, alors je dis des choses, personne ne va m'interpeller. Mais c'est incroyable, si je dis des trucs pas intéressants ou si vous ne savez pas ce que c'est. Profit and loss, c'est le compte d'exploitation. Voilà. Et ça vous... Voilà. Hein, non mais c'est pas grave, mais c'est vrai que je suis désolé, des fois on emploie un peu le jargon, mais ça vous savez, même malheureusement peut-être aujourd'hui, même si... Je sais pas, parce que en fait les métiers vers lesquels vous vous destinez, c'est quoi? C'est plutôt vers la création, c'est ça? Non? Pas seulement? Ah d'accord. Ah bah là vous devez savoir, alors PNL, il faut travailler ce côté-là, hein, c'est important. Mais parce que même aujourd'hui, malheureusement, peut-être les stylistes ou les directeurs artistiques qui rendent compte sur le PNL. Hein. Tout le monde, on est dans un monde de finance, mes amis. Hein. Bon, donc, voilà. Donc, on est en 94, c'est ça, 94, j'intègre Jules. 97, je suis directeur régional. Je vais y passer 3 ans. Et puis, en 2000, je vais rejoindre le groupe Etam, hein, la marque 1, 2, 3. Qui me propose un nouveau challenge. Alors voilà, simplement j'avais passé 7 ans chez Jules. Bon, moi j'ai un côté très challenger. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours envie d'essayer de me dépasser, d'aller plus loin, d'apprendre de nouvelles choses à mon niveau. Hein. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Mais ça m'intéresse d'apprendre. Ça m'intéresse d'aller plus loin, de me remettre en question. Et à l'époque, le groupe Etam, c'est toujours une très belle boîte, hein, très belle entreprise. Et Etam, c'est en pleine success story. Ça double son chiffre d'affaires tous les 3 ans.
Et puis surtout, il me propose un meilleur salaire, donc ça compte aussi, hein, pas de problème. 7 ans chez Jus, donc voilà, j'intègre en novembre 2000, je pense. Ouais, ça doit être ça. Etam pour le poste, pareil, de directeur régional dans le sud-est pour la marque 1, 2, 3. Et je vais faire ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, en fait, j'ai envie d'évoluer. Et un de mes rêves, hein, toujours avec en ligne de mire l'international, mais pour l'instant, ça ne s'était pas présenté. Un de mes rêves, c'était de diriger un réseau, voilà, d'être patron de réseau. J'avais envie de faire ce job. Et pas seulement, c'est important, pas seulement pour une question de prestige ou de reconnaissance sociale ou de salaire. Évidemment, ça compte. Évidemment, c'est intéressant. Mais si on ne pense qu'à l'argent ou qu'aux avantages qu'on peut retirer dans une carrière, on va se faire chier, on va vite s'emmerder ou ça ne va pas être bon. Il y a un moment donné, il y a la passion du job, la passion de ce qu'on veut faire. Et voilà, j'avais vraiment envie, j'avais des convictions, j'avais vraiment envie de diriger un réseau, d'être à la tête d'un réseau. Et donc j'étais identifié parmi les potentiels chez Etam, mais rien ne se présentait. Vous savez, c'est comme dans la vie, hein, on était 30 chefs de région, puisqu'à l'époque il y avait 3 divisions commerciales chez Etam, Etam Lingerie, Etam Prêt-à-Porter et 1, 2, 3. On était 30 directeurs de région et tout le monde veut être calife à la place du calife, hein, tout le monde veut être directeur régional, donc ça se battait pas mal, gentiment, hein, pour 3 postes. Et le DRH de l'époque vient me voir et me dit, écoute, voilà, tu es identifié parmi les potentiels, il n'y a pas de poste, mais je te propose un deal, tu quittes Marseille, tu me rejoins à Paris, tu deviens mon bras droit. Et ça va te permettre de vivre un peu la vie d'un siège, parce que si vous vous souvenez un peu de ma carrière, moi j'avais surtout vécu soit en magasin, soit en tant que directeur régional pendant 7 ans, donc on délocalisait. C'est quand même très particulier d'être sur la route, d'être très indépendant. Un siège d'entreprise, il y a beaucoup de politique, c'est tout à fait particulier, c'est un contexte très particulier. Donc il me dit, ouais, tu vas venir voir un peu ce qu'on vit dans un siège de boîte. Et on pourrait y revenir si vous voulez, hein, je ne vais pas non plus durer 2 heures, mais j'avais aussi moi à l'époque beaucoup de convictions, et toujours d'ailleurs sur la formation de recrutement. Hein, je pense que j'ai très vite compris, je me le suis appliqué à moi-même, que les 2 choses essentielles pour un manager, premier point c'est d'avoir une bonne équipe, donc ça passe par le recrutement, mais c'est le point clé, c'est même pas d'être un bon technicien ou d'être le meilleur dans son domaine, c'est d'abord d'avoir une bonne équipe, et secondo, évidemment, de savoir entraîner cette équipe, etc., on pourra y revenir, mais c'est surtout de former. Et ça, c'est aussi un conseil. J'espère que vous avez soif et vous êtes avide de formation, mais il faut être curieux de tout et se former tout au long de la vie. Donc, comme j'avais eu quelques succès chez 1, 2, 3, dans une région qui n'était pas facile, avec des équipes plutôt féminines, plutôt âgées, très syndiquées, et qu'on avait avancé sur un nombre de sujets, il me dit, tiens, tu vas devenir mon bras droit, si tu l'acceptes. Tu vas être nommé responsable des ressources humaines commerciales. Et donc, j'accepte. Et l'idée, c'était de s'occuper du recrutement, des salaires, de la gestion de carrière, de la formation, de toutes les équipes commerciales, de l'hôtesse de vente, au chef de région, directeur régional, en passant par la responsable de boutique. Alors, j'avais aussi une idée derrière la tête à l'époque, c'est que je savais très bien, vous savez, quand vous êtes à Paris, donc il n'y a pas de souci, mais quand vous êtes provincial, moi j'étais provincial, j'ai vécu à Lille, j'étais à Marseille, malheureusement, la France est encore un pays très centralisé, et le siège de la plupart des boîtes de notre industrie sont à Paris. Les sièges sont à Paris. Donc je savais très bien qu'en acceptant de bouger et d'aller en région parisienne, j'ouvrais le champ des possibles pour de futurs recrutements. Donc là aussi, juste une petite parenthèse qui, encore une fois, ce sont mes convictions, accepter la mobilité. Aujourd'hui, non seulement c'est passionnant, les Américains le font énormément, mais il faut bouger. Il faut bouger. Moi, j'étais à Lille, on m'a proposé d'aller à Marseille, je suis allé à Marseille, j'ai adoré vivre à Marseille, c'est génial, j'ai passé 7 ans, j'ai connu plein de trucs extraordinaires. Après, on me dit, il faut aller à Paris, va à Paris. Si demain, on me dit, il faut aller en Ukraine, j'irai en Ukraine. Bon, c'est mon idée des choses, mais c'est très important, la mobilité. C'est très important, la mobilité. Et aujourd'hui, internationale. Donc, fin de cette parenthèse. Donc, je me retrouve, du coup, chez Etam, en RH, et honnêtement, je vais m'ennuyer un petit peu. Je vais m'ennuyer un petit peu. Trop de politique. Et puis, simplement, le bruit du tiroir caisse me manque. Voilà, moi, j'ai besoin de... Bah oui, mais c'est pas pour l'argent que je dis ça, mais voilà, j'aime cette énergie dans les magasins, c'est des métiers où on ne s'ennuie pas. Métier de commerce, on ne s'ennuie pas. On remet son titre en jeu tous les 6 mois. Enfin, ça change tout le temps. Donc, voilà, et je vais accélérer un petit peu, mais toujours est-il que par le réseau, et là aussi, je vais encore ouvrir une parenthèse, pour distiller un petit peu, le réseau, c'est hyper important.
Moi, je suis toujours en contact avec des gens que j'ai rencontrés quand j'avais votre âge. Parce que demain, quand vous allez chercher un job, et puis on envoie ses vœux, un petit mot, mais quand vous allez chercher un job, quand vous allez avoir besoin d'aide pour quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple quand on a entretenu des relations avec quelqu'un. Donc, en plus, vous êtes à Paris, c'est quand même super simple à Paris de se constituer un réseau. Il y a plein d'expos, il y a plein d'événements, il y a plein de choses. Vous pouvez même d'ailleurs, vous le faites puisque vous montez ce genre d'événements. Et donc voilà, moi je suis à Paris, donc réseau, etc. Et par réseau, après un passage de consultant qui était très intéressant chez Mansfield, j'ai travaillé 1 an avec les dirigeants que je connais sur la refonte de leur système de management, des équipes, les KPIs, etc. En fait, je vais décrocher le poste de directeur retail chez Petit Bateau. Et donc là, ça va être assez génial. C'est pour moi un peu une sorte de bâton de maréchal. On est en 2006, j'ai une 40aine d'années, et je me retrouve donc à la tête du réseau Retail France de Petit Bateau. Petit Bateau qui est une marque formidable. Donc ça me parlait beaucoup. Encore de l'industrie en France, au Maroc et en Tunisie. Une belle image de marque. Plus de 170 points de vente sur tout le territoire. Une dizaine de régionaux à manager. Voilà, donc me voilà parti chez Petit Bateau pour ce job de patron commercial. Alors là, ce qui est un peu différent quand vous êtes directeur commercial ou directeur retail, c'est qu'évidemment, là, vous managez donc un groupe de directeurs régionaux, souvent des équipes formation, là, en l'occurrence, pour moi aussi, les équipes travaux, et vous avez vraiment la responsabilité du PNL, du compte d'exploitation, de l'ensemble d'un réseau, de la politique commerciale, du pilotage des soldes, des marges. Enfin, c'est très, très complet comme job, hein. Avec une petite différence par rapport à ce que j'avais connu auparavant. Et là aussi, c'est un autre conseil, n'hésitez pas à prendre des chemins de traverse et à expérimenter différentes choses. Moi, je peux vous dire que quand j'ai accepté le job de RH chez Etam, mais j'ai pas arrêté d'entendre, mais t'es fou, tu veux devenir directeur retail et tu quittes le commerce, tu vas t'enfermer. Pas du tout. Pas du tout, ça m'a donné une expérience complémentaire, ça m'a au contraire permis d'apprendre d'autres choses et de confirmer ce que je voulais faire. Même chose quand j'ai quitté Etam pour rejoindre Mansfield sur cette mission de consulting pendant 1 an. Alors on me disait, mais t'es malade, tu quittes un grand groupe, la sécurité d'un grand groupe, une PME. Je ne sais pas si j'ai été un jour plus heureux managériellement parlant que dans cette expérience, vous voyez. Et ça ne m'a absolument pas fermé les portes. Donc là aussi, hein, n'ayez pas peur de prendre les chemins de traverse. Et donc je suis chez Petit Bateau. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est de diversifier l'expérience. Donc comme vous le voyez, pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, ça va, je ne vous endors pas là? C'est sûr, hein. Faut me le dire, hein, parce que je suis parti, ça y est. Hein, mais bon, n'hésitez pas. Hein. T'imagines le mec qui te dit mais tu fais chier ou je m'endors. Ouais, c'est vrai, mais bon, non, vous posez une question, je comprendrai. Bon, donc Petit Bateau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'avais l'univers de l'homme, hein, mainstream homme avec Jules. J'avais la femme avec Etam, l'enfant, la chaussure avec Mansfield, chaussure accessoire, le cuir, l'enfant avec Petit Bateau, donc c'est quand même très intéressant de diversifier l'expérience. Et aussi Petit Bateau, là pour le coup, on est ce qu'on appelle des marques à contenu. Donc c'est un peu différent, la gestion d'un réseau comme Jennifer. Quand vous travaillez dans le mainstream, enfin, nous notre combat c'est fast fashion, on y reviendra, mais c'est quelle promo, c'est le stock, etc. Petit Bateau c'est différent, on est dans la construction d'une image de marque. On est dans une politique commerciale qui est un peu différente. On est vraiment dans l'image, dans le marketing. Donc c'est très intéressant avec une clientèle différente. On est moins sur le volume. Donc c'est très intéressant aussi de diversifier les expériences, hein, ce qui vous donne évidemment une employabilité, si ce mot, j'aime pas trop, mais une employabilité qui se développe. Hein. Donc Petit Bateau. Et là, si vous voulez, vous dites quand même c'est bizarre, il nous a parlé de l'international, il est directeur international et pour l'instant on n'est qu'en France. Mais ça m'avait jamais quitté. Ça m'avait jamais quitté cette idée. Hein. Entre-temps, j'avais continué à cultiver mon anglais. Par moi-même, en voyageant beaucoup. Mais aussi, dès que j'en avais la possibilité, en me faisant financer des cours d'anglais par les boîtes, pour continuer à ne pas perdre l'anglais d'Erasmus, j'allais dire. Et puis, au bout de 3 bonnes années de Petit Bateau, je vais voir mon DRH et mon patron de l'époque. Et je leur dis, voilà, bon, écoutez, moi, il est temps maintenant que je pense à la prochaine étape. Très important aussi de savoir se projeter, très important d'avoir des objectifs hein, et de s'y coller. Et je leur dis, voilà, moi mon rêve c'est l'international. Je veux bosser à l'international, je veux bosser dans cet univers-là, etc. Ça se passait très bien à l'époque chez Petit Bateau. Et puis,
en fait, j'avais conscience, et ça je pense aussi que c'est très important, cette notion d'humilité. J'avais tout à fait conscience, et ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je vous dis, hein, mais de n'avoir qu'un bac+2. Alors c'est très bien, hein. J'avais jamais eu aucun problème pour évoluer, pour avancer, aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on est en France. Et en France, on aime bien étiqueter les gens. Très difficile en France, quand on est dans un domaine, de sortir. Il y a quand même, quoi qu'on en dise, beaucoup plus que dans certains pays anglo-saxons, en France, cette culture des grandes écoles, des réseaux. Bon, en gros, moi je vous le dis très très franchement, je me le suis entendu dire chez Petit Bateau dans le cadre du recrutement. J'avais la recruteuse en face de moi, gros cabinet près de l'Élysée. Bah, ok, c'est super, votre profil il est vachement bien, c'est vrai que vous correspondez au poste, mais ça ne le fera jamais parce que notre DRH, il a fait HEC, il ne jure que par HEC. Elle m'a dit ça, la fille, quoi. Clairement. Et donc je suis sorti de ce truc complètement démonté en me disant, mais là, elle vient de me dire que je pouvais avoir le poste, mais que je ne l'aurais pas parce que j'ai pas entre guillemets, l'estampille HEC. Je me suis débrouillé pour entrer par la fenêtre, hein. Donc j'ai réussi. Mais juste pour vous dire que ça, il faut le savoir, il faut l'entendre, ça existe, c'est une réalité. Et en même temps, passer la colère, parce que ça m'avait franchement mis en colère, ça m'avait franchement agacé, que je me dis alors c'est ça, voilà, il y a un moment donné, il y a quand même un plafond de verre, ou parce que tu n'as pas la bonne école, on va t'emmerder, enfin, pour parler franchement. Et passer l'étape de la colère, je me suis dit, mais en même temps, c'est vrai que je fais du marketing depuis des années, mais j'ai jamais eu de cours académique. Bon, mis à part en DUT, on a un petit peu, mais j'ai jamais eu cours académique. Sur la finance, c'est pareil. La stratégie, c'est extrêmement important. Alors ça, petite parenthèse, c'est un mot que vous allez entendre à toutes les sauces, hein, tout le temps. Tout le monde adore ce mot, la stratégie, je fais de la stratégie, etc. Je pense qu'en plus de 20 ans de carrière, je ne sais pas si j'ai rencontré 5 vrais grands stratèges dans ma vie, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc, la stratégie, j'avais jamais eu les méthodes pour le faire. Je me suis dit, c'est vrai, quelque part, je fais ça naturellement, mais ce serait peut-être intéressant d'y plaquer un peu d'académisme. Et donc, je prends rendez-vous avec mon DRH, mon patron de l'époque, je leur explique que je veux aller vers l'international, et je leur dis voilà, et en même temps, pour me préparer, j'aimerais suivre une formation pour renforcer mes compétences finance, marketing et stratégie. Et à l'époque, j'avais regardé à l'INSEAD, il y avait des petites formations de 2-3 mois qui étaient assez intéressantes. Et là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la chance, coup de bol. C'est vrai que ça se passait bien. Mon DRH me dit, mais non, il revient vers moi, il me dit, écoute, on va te financer un MBA Fast Track. En fait, ils m'ont offert, et ça a été une opportunité formidable, la possibilité de faire le M Lyon, donc ce qu'on appelle l'Advanced Management Programme. Donc c'est un programme qui se déroule en 1 an. Donc du lundi au jeudi soir, j'étais le directeur retail de Petit Bateau. Le jeudi soir, je prenais mon train pour Lyon et j'avais les cours, donc c'était assez intensif, hein, de 8h30 à 20h30 le vendredi et le samedi, 2 business trips, un en Turquie, un en Chine, un mémoire sur une problématique stratégique à réaliser, beaucoup d'études de cas. Hein, c'est exclusivement axé sur l'étude de cas avec des professionnels. Et ça a été un moment formidable de ma vie. Je pense que et ça retenez-le aussi, hein, quand je vous parlais de cette formation tout au long de la vie, qui est encore plus importante aujourd'hui, vous entendez beaucoup le gouvernement en parler, hein, c'est hyper important. Et je peux vous dire qu'à 40 ans, avoir la chance de se remettre en question, de suivre une formation comme ça, de réupdater toutes ces connaissances, c'était formidable. Donc voilà, ce truc se passe. Et effectivement, l'idée derrière, c'était pour moi de partir en Chine ou de développer un marché pour Petit Bateau. Entre-temps, changement de politique chez Petit Bateau, et ça aussi, ça fait partie de la vie des entreprises. Hein. Par moments, il y a des choses qui se passent comme vous le voulez, et à d'autres moments, malheureusement, des changements. Changement de direction. Et là, moi, je n'étais pas menacé, mais je ne voyais pas de suite internationale à mon projet. Donc, ça commençait à m'intéresser un peu moins. Et j'ai eu l'occasion d'entrer chez Levi's. Alors, ça, c'était super. Donc, j'ai été patron de retail de Levi's. C'était en 2010. Super expérience, et vous voyez comment ça me rapprochait de l'international. Puisqu'effectivement, même si j'étais patron du Retail France, bosser pour une multinationale américaine, c'est 90% des échanges en anglais, c'est une façon de fonctionner complètement différente des boîtes françaises, beaucoup plus processée.
avec un niveau d'exigence différent, mais moi j'ai adoré. Si vous voulez qu'on revienne un peu sur la différence de culture, après vous me poserez la question, je vais accélérer un petit peu. Mais ça c'était génial. Et j'avais surtout comme mission en tant que patron du Retail France, de tout le réseau franchisé. La différence avec ce que j'avais connu, c'est que chez Levi's en France, ce sont essentiellement des partenaires, des gros franchisés. Toutes les boutiques Levi's que vous avez à Paris, ce ne sont pas des boutiques en propre, sauf les Champs-Élysées et celles de Passage du Havre. Ce sont des franchisés et des gros franchisés, donc des investisseurs. Et là, vous êtes dans une relation top level où vous discutez d'investissement, vous discutez de taux de marge, vous discutez rentabilité, vous discutez développement. Donc c'est très différent que de manager un réseau en propre, hein. Un réseau en propre, c'est-à-dire les succursales qui appartiennent à votre boîte, comme Petit Bateau par exemple. Bon, ben voilà, vous vérifiez que le commerce soit bien fait, vous embauchez qui vous voulez, vous managez les gens. La franchise, c'est différent. Vous êtes vraiment dans la négociation commerciale. Ce qui est très différent, ce qui est passionnant. Après, il faut avoir certaines aptitudes et certaines appétences, mais c'est assez passionnant. Chez Levi's aussi, je vais vivre une expérience un peu hors du commun, puisque j'avais été embauché aussi pour ouvrir le flagship des Champs-Élysées. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce beau magasin sur les Champs-Élysées. Donc, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration des plans, à l'ouverture, à la formation de l'équipe, etc. C'était dur, mais c'était bien. Donc, ça, c'est pour l'expérience Levi's. Donc, à l'époque, j'étais au comité de direction France, pardon. Et à l'époque, donc là, on est en 2012, fin 2012, pour des raisons stratégiques, ils décident de ne plus avoir de comité de direction par pays, mais d'avoir un seul comité de direction européen. Donc je vois ma directrice générale à l'époque partir, mon collègue du wholesale, enfin pas mal de mouvements. Donc moi, ça ne m'intéressait pas à l'époque d'être un simple passe-plat pour des stratégies qui sont décidées un peu loin de moi. J'ai vraiment besoin d'être aux prises et aux mains de la stratégie. Donc je décide de quitter Levi's et j'ai rejoint l'entreprise Aigle. Ça aussi, c'est un point qui est important dans votre carrière, un conseil que je peux vous donner, il faut bien vous connaître. Il faut bien vous connaître. C'est extrêmement important. Par moment, je vous disais tout à l'heure, on est attiré par des postes parce que le prestige, parce que le titre, parce que la marque. Mais il n'y a rien de pire, que de se retrouver dans un poste, en fait, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on est ou à ce qu'on veut faire. C'est horrible. C'est horrible. Le travail, vous allez y passer plus de temps qu'avec votre femme ou votre copain ou votre copine, plus de temps qu'avec vos enfants. C'est là où vous allez passer le plus de temps de votre vie. Donc, si possible, c'est quand même mieux si vous êtes bien, si vous êtes heureux. Et là-dessus, il faut vraiment être très, très attentif à qui vous êtes. Et c'est pas évident au départ, parce qu'on a envie de réussite, on a envie d'accepter des choses, mais de savoir où vous mettez les pieds. Moi, chez Levi's, honnêtement, c'est quand même super sympa, hein. C'est une belle carte de visite, j'étais tranquille, ça marche bien. J'expliquais à Pauline tout à l'heure, on parlait de Levi's. On avait coutume de dire avec certains collègues que quand vous êtes chez Levi's, pour planter le chiffre d'affaires, il faut vraiment le vouloir, quoi. Hein, vous avez une telle puissance de marque, un tel marketing, donc il faut vraiment le vouloir. Donc c'est pas que c'est facile, mais bon, ça roule tout seul. Donc j'aurais pu décider de pantoufler un petit peu, mais non, parce que je savais que je ne serais pas heureux. J'avais besoin de piloter. Puis le côté, ça aussi on pourra y revenir si vous voulez, le côté très corporate des entreprises, moi, ce n'est pas forcément mon truc. J'ai envie d'être dans un comité de direction, j'ai envie de pouvoir agir, de pouvoir décider, mais le côté extrêmement politique, les 30 strates hiérarchiques, bon, c'était moyennement mon truc. Mais il y a des gens à qui ça convient. Donc surtout bien se connaître. Alors, c'est bientôt fini hein, pour la partie carrière. Donc, novembre 2012, j'intègre l'entreprise Aigle. Et là, ils viennent me chercher, parce que non, Aigle, vous connaissez certainement, hein, c'est une marque qui fait un peu plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui appartient à un groupe qui s'appelle Moos Frères, qui est un groupe suisse, qui possède entre autres Gant, Lacoste, voilà pour les enseignes les plus connues, et donc Aigle. Et à l'époque, en fait, c'est une belle endormie, comme on dit, c'est une marque qui a un peu vieilli, qui veulent réveiller. Et donc, ils viennent me chercher, parce qu'effectivement, avec la culture Levi's, ils veulent se donner un côté un peu plus workwear, un peu plus jeune. Moi, je rencontre les dirigeants, donc ça accroche pas mal. Le projet me plaît beaucoup. Et puis surtout, vous voyez, encore une fois, on revient à l'employabilité et à ses objectifs. Au départ, il m'embauche pour le poste de directeur commercial France, mais dedans, il y avait à la fois le retail, donc le parc de magasins à diriger, mais aussi le wholesale. Vous savez ce que c'est le wholesale ? Bon, ce que j'avais jamais
piloté jusqu'à présent. Donc je me dis, tiens, c'est super, ça va être l'occasion de piloter des réseaux de commerciaux, avec des commerciaux sur la route, etc., de découvrir une nouvelle activité. Voilà. Au bout d'un an, on était 3 directeurs commerciaux à l'époque. Il y avait Asie-Pacifique, France pour moi, qui était le plus gros poids de chiffre d'affaires, et Europe, Middle East, America. La personne qui s'occupe de IMIA va quitter l'entreprise et ils vont me confier donc la responsabilité de France et IMIA. Donc vous voyez, là on se rapproche déjà un peu plus du côté international que je voulais, avec donc une filiale en Angleterre, une filiale en Espagne, une filiale en Allemagne à diriger, un réseau d'agents en Amérique du Nord, donc très intéressant pour moi, culture internationale. Malheureusement, dans une entreprise, et là aussi on pourra y revenir si vous voulez, dans une entreprise où j'étais pas en accord avec la stratégie. Et ça, ce mot stratégie, s'il y a des questions, on pourrait y venir, mais malheureusement, il y avait une stratégie, elle ne fonctionnait pas, je n'étais pas forcément d'accord. Bon, voilà, mais à l'époque, ça se passait pas mal, donc tout va bien. Et qu'est-ce qui va se passer? On en parlait tout à l'heure, et la boucle sera bouclée. Je vais revenir au réseau. Je vais vous parler du réseau. On est en février 2016. Donc février 2016, je reçois un coup de fil du directeur commercial France de Jennifer, avec qui j'avais commencé à travailler chez Jules, chez Camaïeu Homme, en 94. Vous voyez. Et donc il m'appelle, donc vous voyez cette importance du réseau, de garder les relations. Il m'appelle, on se voyait souvent, on échangeait pas mal de données, il me dit, écoute David, on a un super poste sur l'international qui se libère chez Jennifer, c'est ton profil, ça te correspond, est-ce que tu serais d'accord pour nous rencontrer? Et puis voilà, de fil en aiguille, plusieurs discussions, et me voilà aujourd'hui chez Jennifer, directeur international. Ça va? Bon. Hein? Alors, en quoi consiste le job et pourquoi je l'ai rejoint? Moi, quand ils m'ont appelé, je me disais, mais ça y est, c'est le job de mes rêves. C'est le job de mes rêves. Le job pour lequel je me prépare depuis plus de 20 ans, il est là. Donc, en gros, moi, je suis responsable de tout ce qui se passe hors de France, Belgique et Luxembourg. Hein? Donc, c'est plus de 33 territoires aujourd'hui. Donc, l'Italie, on a une filiale. Donc on a un bureau en Italie, un des bureaux, avec country manager, toute une équipe sur place. Donc j'ai la responsabilité de cette filiale. C'est une filiale qui compte 57 magasins aujourd'hui, 11 magasins en succursale, donc en propre, qui appartiennent à Jennifer, et le reste des magasins en affiliation. Alors l'affiliation, vous savez ce que c'est la différence affilié-franchise? Très bien. Donc ce sont des magasins affiliés, donc ça c'est pour l'Italie. Et ensuite, je travaille sur à peu près 33 territoires avec des masters franchisés, donc aussi des territoires aussi divers que l'Iran, le Liban, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, on a 30 magasins, le Paraguay, le Honduras, le Guatemala, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Kenya, voilà, il y a plus de 33 territoires où on travaille. Alors, nos territoires les plus importants, donc Jennifer aujourd'hui c'est plus de 500 magasins, à peu près 330 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. L'international c'est à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, les plus gros territoires pour moi c'est en numéro 1 les DOM-TOM, et notamment La Réunion. Alors, La Réunion, on cartonne à La Réunion, hein, on a 9 magasins qui ont une productivité au mètre carré énorme, mais on cartonne, on est les rois là-bas. Donc à La Réunion, donc un très très gros territoire. C'est tout à fait particulier parce que, j'y reviendrai après, à la différence de gérer un réseau en France, quand vous travaillez sur l'international, vous êtes obligé de composer avec énormément de spécificités. Par exemple, selon vous, qu'est-ce qui différencie le fonctionnement d'un réseau France d'un réseau de magasins à La Réunion? À quoi je dois faire gaffe quand je travaille à La Réunion? Allez-y. Mais voilà, donc c'était trop facile comme question, vous êtes très fort. Mais oui, effectivement, la contre-saisonnalité, mais ça c'est une contrainte énorme. C'est une contrainte énorme, parce que aujourd'hui, nous par exemple, on produit des collections. Donc là, actuellement, on est en hiver. À La Réunion, c'est le plein été. Moi, j'y étais il y a 3 semaines, il fait 33 degrés. Le matin, à 8 h, il fait 33 degrés. Donc c'est l'été pendant 8 mois de l'année. Or, on a 9 magasins là-bas, donc je peux vous dire que d'aller organiser les achats, le fonctionnement d'entreprise, pour être capable d'alimenter
ces magasins en bons produits au bon prix, c'est extrêmement compliqué. C'est une logique de réservation des collections, de collections capsules. Et encore une fois, quand je parle de La Réunion, La Réunion, bon, bof. La Réunion, je ne vais pas vous donner les chiffres, ça c'est quand même confidentiel, c'est énorme en chiffre d'affaires. On a une productivité de magasin qui peut aller parfois jusqu'à 14 000 € du mètre carré, ce qui est énorme dans la profession. Hein, des magasins qui font plus de 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ce qu'on appelle nous la zone dom-tom, c'est plus que La Réunion, c'est aussi l'île Maurice. On met dedans le Guatemala, enfin, tout ce qui est en contre-saisonnalité. Aujourd'hui, c'est plus de 27 magasins. Et donc on travaille ce qu'on appelle des collections capsules. Voilà. Donc on décide des collections spéciales pour les dom-tom qui nous permettent de garantir pendant 8 mois de l'année un approvisionnement en bons produits. Mais ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'enseignes qui ont du mal à le faire parce que ça demande de l'énergie et pourtant, c'est un facteur clé de succès énorme. Donc ça nous a permis de prendre vraiment de l'avance sur beaucoup de concurrents. Donc La Réunion, grosse poche de chiffre d'affaires. Ensuite, l'Arabie Saoudite. Alors ça, c'est quand même, moi, je ne sais pas vous, hein, mais vous voyez un peu ce que c'est Jennifer. C'est vrai que je n'ai pas dit. Hein. Jennifer, hein, ce qu'on fait, nous, c'est la mode du moment pour toutes les filles. C'est fun, cool, sexy. C'est ça. Toute l'Arabie Saoudite, hein, résumé en quelques mots. Hein. Et ben, là-bas, on cartonne. On a 30 magasins en Arabie Saoudite et ça fait un malheur. Donc là, c'est encore une fois une adaptation différente puisque, par exemple, en Arabie Saoudite, vous n'avez pas le droit de montrer des visages sur vos PLV. Vous n'avez pas le droit de montrer des mains. Ça vous paraît tout bête, mais quand vous avez un service marketing qui travaille en France et qui développe des images pour les 300 magasins de France, nous, quand on va les voir, qu'on les embête, il faut me flouter le visage, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci. Tout à fait particulier. Hein. Quelqu'un a déjà allé en Arabie Saoudite? Non? Vous hein? C'est intéressant. C'est une expérience. Hein? Hein enfin, encore plus pour vous que pour moi, parce que vous avez dû revêtir la baya. Ah oui, ben, voilà. Et donc, bon, bah, par exemple, la première fois que vous vous rendez en Arabie Saoudite, vous êtes quand même très surpris par ces malls où il n'y a pas de musique. Donc vous imaginez un mall, un centre commercial énorme, où il n'y a pas de musique. Ou dans les magasins, il n'y a pas de cabine. Il ne faut pas essayer. Il n'y a pas de musique dans les magasins. Il n'y a pas de PLV, il n'y a pas d'image, etc. C'est assez particulier. Hein. Il y a des produits qui sont interdits. En Arabie Saoudite, on ne peut pas exporter des produits avec des têtes de mort, par exemple. Ou un jour, vous savez, ils nous ont refusé un produit qui était le drapeau, l'Union Jack, du drapeau anglais, parce qu'il y avait le symbole de la croix dessus. Mais vous voyez, alors ça paraît tout anecdotique, mais ce genre de choses, moi, ça m'a fait paumer un chiffre considérable. C'était quand? C'était l'été dernier, où par exemple, ils sont entrés en guerre contre comme vous savez, il y a la guerre avec le Yémen là-bas. Et donc, il y avait une mode, vous savez, la mode camou, hein, du camouflage, tout le monde en fait, etc. On n'avait aucun problème jusqu'à présent. Puis voilà, il y a une loi qui tombe du jour au lendemain, comme quoi c'est interdit de vendre du camouflage en Arabie Saoudite. Ça, on l'apprend mi-juillet, tout le monde est en vacances. Et alors ça, c'est vraiment pour vous illustrer les problématiques très atypiques de l'international. Hein. Et ce côté réactif que personnellement j'adore, mais si vous voulez dormir tranquillement et jamais stresser, il ne faut pas choisir ce métier. Donc on est mi-juillet, tout le monde est en vacances, on a le camouflage qui est interdit, sauf que fin juillet, il y a eu le ramadan au mois de mai, fin juillet, il y a une fête religieuse très importante qui s'appelle Hajj, le pèlerinage. Quand il y a le pèlerinage à la Mecque, les douanes ferment 5-6 jours avant. Voilà. 5-6 jours avant. Et donc là, on s'est retrouvé avec des colis qui étaient bloqués en douane pour une période hyper importante de fête parce qu'il y avait du camouflage dedans. J'ai perdu des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Vous voyez, des choses toutes bêtes, mais auxquelles vous devez penser quand vous travaillez à l'international. Des tas de petits détails comme ça. Donc l'Arabie Saoudite, très gros client pour moi. Il y a les Émirats Arabes Unis aussi, très grosse poche de chiffre d'affaires. Et puis un pays qui se développe énormément, très très intéressant, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est fascinant. On a ouvert quasiment 10 magasins en 2 ans. C'est des chiffres d'affaires considérables. Mais là aussi, vous voyez, encore une fois, une illustration du métier. C'est des pays qui sont très protectionnistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, ils ont peur, enfin, ils ont des problèmes de devises, donc ils ont peur que l'argent sorte du pays. Et donc, ils n'arrêtent pas d'inventer des règles pour vous empêcher d'exporter. Est-ce que vous savez ce que c'est le transit time? Non? Oui?
Transit time, non. Alors ça aussi, c'est une notion clé dans mon métier. Transit time, en fait, c'est le temps de transit. Le temps de transit dans les livraisons, quand un produit sort de mon entrepôt et atteint le magasin. Évidemment, la supply chain, c'est le nerf de la guerre. N'importe quel commerce, vous avez une boulangerie demain, s'il n'y a pas de pain, vous êtes mal. À votre avis, le transit time pour l'Algérie, c'est combien de jours? Combien? 3 jours? Combien? Alors actuellement, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Et alors que pour aller en Algérie, il faut 3 heures d'avion. Ou une journée de bateau. Actuellement, c'est 2 mois. Et le temps normal, c'est 30 à 35 jours. 30 à 35. Donc là, vous voyez une illustration des problèmes de douane. Parce qu'évidemment, nous, l'entrepôt prépare le lendemain ou la journée même, c'est à Marseille. Ça passe le bateau. Et puis après, commencent toutes les formalités douanières, toutes les problématiques douanières. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Et ils vont vous inventer, là, comme il y avait trop de devises qui sortaient, ils nous ont rajouté un truc, donc juste pour l'anecdote, mais comme ça vous saurez. Donc nos clients, non seulement, comme il n'y a pas d'accord avec les banques, etc., on ne peut pas travailler en garantie bancaire. C'est-à-dire que si vous voulez, normalement, vous demain, vous venez me voir, vous dites, moi je vais ouvrir au Paraguay. Ok, on discute, on négocie un taux de facturation, pourquoi pas. Puis je vais vous dire, ok, maintenant j'ai besoin d'une garantie bancaire. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise paraguayenne, vous allez aller voir votre banque, vous allez déposer de l'argent sur un compte. Cette banque va me donner un papier comme quoi, effectivement, j'ai par exemple 50 000 euros, 80 000 euros de garantie bancaire, ce qui me permet à moi de vous expédier la marchandise jusqu'à 80 000 euros, voire plus si je veux prendre un risque, mais je suis couvert. Parce que si vous ne me payez pas, en temps et en heure, je peux exercer la garantie bancaire. Il y a des pays où ce n'est pas possible. Donc l'Algérie, on travaille avec 0 garantie bancaire. Donc je prends un risque considérable puisque j'approvisionne 10 magasins sans garantie bancaire. Et donc là, le gouvernement algérien a décidé que nos partenaires, donc qui déjà doivent payer cash, donc vous imaginez l'effort de trésorerie, c'est-à-dire vous payez des sommes considérables avant même que l'entreprise ait commencé à recevoir les produits et à les vendre. Et vous savez très bien, je pense que vous devez savoir qu'en gestion, le besoin en fonds de roulement, le besoin de cash, c'est considérable. C'est exactement comme si vous, demain, vous ouvrez un magasin. Normalement, la démarche classique, vous allez voir un fournisseur, j'ouvre mon petit magasin, je n'ai pas tellement d'argent, mais j'ai une garantie bancaire, je vous commande des produits, normalement, moi, je vous livre, vous commencez à vendre ces produits, ce qui vous fait de la trésorerie, vous me payez. C'est comme ça que ça marche normalement. Là, non, ils doivent me payer d'avance déjà. Mais non seulement avant, ils payaient d'avance et les produits partaient, ils l'avaient 45 jours après, là, le gouvernement algérien a inventé une nouvelle règle qui fait que le partenaire doit déposer 120% de la somme, c'est même pas la somme, c'est 120% dans une banque, bloqué pendant un mois, et à partir de là, le produit, voilà. Donc tout ça pour vous illustrer un petit peu toutes les complications qu'on gère, mais au quotidien à travers le monde. Notre exemple, vous savez qu'en Arabie Saoudite, Jennifer, on travaille avec ce qu'on appelle un markup. C'est-à-dire qu'un produit qui est vendu 10 € ici, on le vend 45% plus cher là-bas. C'est obligatoire parce qu'il faut couvrir ce qu'on appelle les frais d'approche, les droits de douane, le transport, etc. Donc vous êtes constamment en train de jouer sur toutes ces composantes. Donc voilà un petit peu pour mon métier aujourd'hui. Donc moi, mon boulot, c'est à la fois assurer le développement international de la marque. Donc on est constamment en train de chercher de nouveaux partenaires ou d'ouvrir de nouveaux magasins. L'année dernière, on a ouvert 22 points de vente, 25 en 2016. J'en ai en cible 22 cette année. Donc c'est une activité qui est très rentable pour l'entreprise. Mais il faut constamment se battre pour trouver des nouveaux partenaires, ouvrir des magasins. Donc j'ai dans mon équipe une chargée de développement, chargée d'expansion qui constamment est en train d'approcher des partenaires potentiels, des entreprises pour ouvrir des magasins. Ensuite, une fois qu'on a ouvert les magasins, il faut les approvisionner. Donc on travaille énormément sur toutes ces contraintes de livraison, ces contraintes de prix, analyse de marché. Quand on arrive dans un pays, nous on sait que la référence c'est Inditex. On ne peut pas être plus cher qu'Inditex. Donc c'est en fonction des prix d'Inditex qu'on s'aligne, qu'on calcule notre markup. Et donc du coup, comment on partage la marge avec notre client, parce qu'ils n'ont pas tous le même taux de facturation. Donc toute cette approche de compte d'exploitation, on y revient, toujours très importante. Ensuite, travailler sur les assortiments, extrêmement important. Ça ne sert à rien d'envoyer des trucs hyper sexy en Arabie Saoudite. Par contre, dans les dom-toms, il me faut beaucoup de collections capsules parce qu'il fait 8 mois de l'année, 30 degrés. Il y a des couleurs qui ne marchent pas dans certains pays. Donc tout se travaille sur l'approvisionnement. Les transit time, constamment faire en sorte de trouver des moyens de livrer plus rapidement, mieux.
Donc on a une grosse équipe pour m'aider là-dessus. Les concepts de magasin, j'ai un architecte. Il faut que, et ça j'en suis assez fier, partout où vous irez dans le monde, je peux vous garantir, sinon ça m'intéresse, vous me signalez tout de suite quand vous voyagez, que le magasin de Jennifer, limite même ils sont plus beaux, là je peux le dire, Franck n'est pas là, ils sont plus beaux à l'international qu'en France, vraiment. Ils sont tous en nouveaux concepts, ils sont grands, ils sont magnifiques, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Et après, pour clôturer, avant de passer aux questions-réponses, pour clôturer ça, je dirais qu'au final, ce dont je me rends compte tous les jours, c'est que je fais le même métier qu'il y a 20 ans. Plus que ça, une vingtaine d'années. Je fais un métier, je suis un commerçant. Quand j'ai démarré, quand je travaillais même pour financer mes études, soit au McDo ou soit chez Decathlon, qu'est-ce que je faisais? J'accueillais des clients. J'étais content de les accueillir, j'étais content de les voir, j'étais content de les écouter, j'étais content de trouver une solution à leurs besoins et de leur vendre quelque chose, sincèrement. Bon, j'ai essayé de vous faire part un peu de mon parcours et de mon expérience. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Ça va? Ouais? Ça vous a intéressé un peu, quand même? Ok. Bon, ce que je vous propose maintenant, sincèrement, c'est de questions-réponses. Et allez-y, il n'y a vraiment pas de... Je peux répondre à tout. Enfin, répondre à tout. Je suis d'accord pour répondre à tout. Je ne saurais peut-être pas répondre, mais allez-y, je suis vraiment à votre disposition. Je m'appelle Joséphine, je suis en 2e année chef de produit, c'est hyper perturbant. Et à un moment, vous avez dit que la mode, elle est globale en fait, aujourd'hui. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous vouliez dire par la mode est globale. Oh là là, vous allez me lancer sur la mode. Mon Dieu. C'est une bonne question. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, la mode. Alors, je vais pas me la jouer, surtout pas. Mais vous savez, ça me fait toujours marrer. Alors, je vais vous parler, je vous dis, je suis sans filtre. Je vais vous parler cash. Donc, tant pis pour vous, tant pis pour moi, mais ça n'engage que moi. Je ne parle pas, je ne représente pas une profession. Mais moi, ce qui m'a toujours amusé dans nos métiers, c'est qu'à longueur de journée, vous recrutez des gens et ils vous disent « j'adore la mode ». Et des fois, vous voyez comme ils sont habillés, vous vous doutez. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Ça ne veut rien dire pour moi la mode en fait. Ça ne veut rien dire. Je veux dire l'essentiel c'est d'avoir son style, c'est d'être bien, etc. Donc ça c'est juste une petite chose. Et puis il faut rester très très humble par rapport à ça. Quand on dit Jennifer c'est la mode, Jennifer c'est du petit prix pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup d'argent, mais qui s'éclatent à venir acheter des produits. Puis voilà. Bon, après ce que je veux dire, la mode est globale. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi quand j'avais votre âge encore, quand je me baladais, quand j'allais à Londres, quand j'allais à New York, quand j'allais à Berlin, quand j'allais à Madrid, je voyais des tas d'enseignes hyper différentes. Mais c'était incroyable. Même venir à Paris, vous voyez à l'époque des tas d'enseignes que vous n'aviez pas forcément en province. Aujourd'hui, c'est comme ça, que vous alliez à New York, à Dubaï, à Tegucigalpa, à Alger, mais vous retrouvez les mêmes enseignes partout. Et c'est ça la mode globale. C'est ça la mode globale, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, il y a une espèce d'uniformisation. Alors il y a les marques de niche qui sont un peu différentes, etc. Mais c'est ce que je voulais dire. La mode aujourd'hui est devenue globale. Donc c'est une des choses que je voulais expliquer. Ce côté vraiment, aujourd'hui on trouve à peu près les mêmes choses partout. Vraiment. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est devenu une industrie globale. C'est-à-dire que... ça aussi, je parle pour moi, Franck ne serait pas d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, pour quelqu'un... Non, mais c'est le patron commercial France. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, je pense que c'est plus possible de faire une vraie carrière dans nos métiers. Parce que, je veux dire, les boîtes franco-françaises, ça n'existe plus. Ça ne peut plus exister. Regardez les grosses success stories de notre industrie. C'est quoi? C'est Inditex, c'est H&M, c'est Uniqlo. Et ils réalisent 40, 50, 60% de leur chiffre d'affaires hors de leur territoire. Donc c'est hyper important d'avoir un mindset global. Global parce que, voilà, moi ce qui m'éclate, mais ça c'est le côté passion aussi, j'adore travailler avec des gens de différentes cultures. C'est génial de travailler avec des Saoudiens. C'est génial de travailler avec des Libanais, des Iraniens, d'aller dans le pays, de regarder tout ce qui s'y passe. Et je peux vous dire que c'est très loin. Il se passe beaucoup de choses en Arabie Saoudite qu'on ne connaît pas ici ou qu'on stéréotype. Et ça, j'adore. Mais ce côté global, cette ouverture, elle est hyper importante. Moi, dans mon métier, c'est super important d'être au courant de la géopolitique. Parce que ça a un impact. À Dubaï, actuellement, il y a une chute de trafic. Si je dis à mon CEO, il y a moins de footfall dans les magasins, il y a moins de trafic. Okay, c'est bien.
Mais pourquoi il y a moins de trafic ? Parce qu'il y a toute la clientèle iranienne et russe qui d'habitude vient en vacances, qui ne vient pas parce qu'il y a la guerre, il y a le blocus avec le Qatar, etc. Donc c'est vraiment, vous voyez, cet esprit global. Et ce que je vous recommande, bon, j'espère que vous le faites, mais lisez, hein, lisez les Échos, lisez la presse économique, abonnez-vous à Fashion Mag, comprenez les boîtes. Allez, de toute façon aujourd'hui, il faut aller au-delà. C'est super important de comprendre Lacoste, son histoire capitalistique, comment le groupe Moss a racheté devant puis après la totalité du groupe. Enfin, tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, mindset global, comprendre les stratégies globales des entreprises. C'était juste que vous avez parlé de Jennifer du coup à l'international, mais la question que je me pose, c'est comment ça marche Jennifer en France, parce que je pense que dans l'Atlas, on se pose vraiment cette question, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'habillent chez Jennifer ici. Et voilà, du coup, c'est la question de comment se développe Jennifer en France. D'accord. Et comment vous trouvez du coup l'investissement pour investir à l'étranger. D'accord. Ce sont deux questions intéressantes. Alors, Jennifer, c'est une boîte qui a été créée dans les années 80. Dans les années 80, nos deux fondateurs sont toujours actionnaires de l'entreprise. Et ça a été une success story incroyable. Moi, je me souviens de 90. À l'époque, je suis directeur régional, comme je vous le disais, chez Camaïum, chez Jules, me balader là dans les centres commerciaux, parfois complètement vides parce que ce n'est pas le bon jour ou quoi que ce soit, et voir ces magasins de Jennifer qui sont comme des boîtes de nuit. C'est ça à l'époque. Hein. C'est une espèce de rectangle noir avec des clips vidéo, plein de fringues, mais l'antithèse des règles de visual merchandising, et plein de jeunes femmes, 14, 15, 16 ans, qui s'arrachent les vêtements en dansant dans le magasin. C'est ça, Jennifer. Et c'était le concept. Je discutais encore avec le fondateur tout à l'heure, Gérard de Pagna, c'était le concept. Et le concept, Jennifer, c'est ça. C'est, qu'on le veuille ou non, hein, moi, je n'ai pas de jugement à porter, c'est une mode facile, fun, cool, sexy pour toutes les jeunes filles. Ça a été une vraie success story, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a des difficultés qui sont apparues pour Jennifer parce que c'était vraiment le magasin des teenagers. Voilà, c'est ça. C'était en gros les jeunes filles, quand elles, je sais pas, 8, 9, 10 ans, 11 ans, bon, elles sortent de la période d'enfance, c'est fini, petit bateau ou Okaidi, machin, etc. Elles sont encore trop jeunes pour aller, évidemment, chez Etam ou, je sais pas, au Promode ou d'autres marques, ou même Zara, etc. Et donc Jennifer, c'était leur magasin. Donc ça a cartonné un temps, mais à un moment donné, effectivement, il y a eu un problème d'image, donc le magasin des teenagers, puis un peu vulgaire, etc. Donc il y a tout un travail qui a été entamé maintenant depuis 5-6 ans, suite au rachat de l'entreprise par les frères Grossman, Marc et Laurent Grossman, qui sont en fait les fondateurs de Célio. Voilà. Donc on ne parle pas de groupe, hein, on n'est pas un groupe, mais ce sont les fondateurs de Célio, qui est quand même une grosse réussite française, qui ont racheté la majorité des parts de Jennifer. Donc ils sont nos actionnaires. Et sous leur impulsion, depuis 5-6 ans maintenant, on fait tout un travail pour renouveler la marque. Donc j'aurais pu vous le montrer, mais vous regarderez, vous pouvez voir un peu sur Internet. Donc c'est travail sur le produit, travail sur l'image, travail sur les concepts de magasins pour élargir la cible. Donc notre cible aujourd'hui, c'est 16-24 ans. Hein. Mais on est tout à fait conscient, et d'ailleurs on le cultive. Nous, on ne veut pas être Inditex bis. Vous avez certainement suivi les chiffres de l'industrie. Depuis 10 ans, on est une industrie en crise. Hein, c'est-à-dire le textile en France, l'habillement en France. Depuis 10 ans, ça chute. Il y a eu une légère reprise en 2017. Pourquoi ? Il y a l'Internet, il y a les Inditex, il y a la concurrence qui est toujours plus forte, etc. Donc le gâteau s'est réduit. Ce qui est important pour une marque, c'est de trouver son identité, de la garder. Donc nous, on fait très attention à ça. Il faut qu'on garde ce qui faisait de nous une marque un peu atypique, ce côté fun, sexy, qu'on peut ne pas aimer, mais qui est important, tout en élargissant la base de clientèle. Donc, on a eu de belles progressions de chiffre d'affaires, mais effectivement, je ne vous cacherai pas qu'en France, sur le territoire français, c'est un peu plus difficile qu'ailleurs, mais pour toutes les marques. Hein, je pense que vous avez un petit peu, si vous suivez un peu les baromètres textiles, l'année 2017, elle a été très difficile pour beaucoup de marques, beaucoup d'enseignes en France. Les seuls qui sortent leur épingle du jeu, c'est les vraies marques, je dirais, les Lacoste, les Levi's. Les gens ont encore de l'appétence pour aller chez Lacoste, il y a une vraie valeur ajoutée, mais tous ceux de la fast fashion comme nous, regardez Pimki, vous avez entendu parler du plan social, en difficulté, Promode en grave difficulté, nous on ne perd pas d'argent, mais on ne gagne pas ce qu'on devrait gagner, et c'est compliqué, donc c'est difficile en France, c'est difficile. Donc ça nous impose, vous vous souvenez, Mime aussi qui a fermé, ça nous impose d'être très très bon,
d'être très très bon. Et là, on y travaille d'arrache-pied. On a des plans d'action très solides qui sont en cours. Et après, sur l'international, alors ça, je touche du bois, ça marche très bien. Ça marche très très bien. On fait des progressions à 2 chiffres, on ouvre beaucoup de magasins. Alors pourquoi ? Parce que Jennifer est une entreprise internationale depuis longtemps. Donc on est très bien implanté, on est très connu. L'Arabie Saoudite, ça fait plus de 16 ans. Plus votre marque est vue, plus les gens viennent vous voir. Les Libanais, ils ont vu Jennifer à Dubaï et en Arabie Saoudite, donc ils se sont dit tiens, ça doit être intéressant, on va discuter. On est quand même très adapté à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit prix, d'accord ? Et je vais vous dire une phrase qui n'est pas de moi, c'est Guillaume Motte qui vient de quitter Célio, la présidence de Célio, pour prendre la présidence de Sephora bientôt. Guillaume Motte, qui a été quelqu'un qui a beaucoup travaillé au redressement de Jennifer, quand il m'a recruté, il m'a dit, vous savez, la chance que vous avez en travaillant chez Jennifer, c'est que, il était chez Célio, président de Célio, il me dit, moi chez Célio, quand même, l'homme ne s'habille pas pareil partout. Par exemple, en Inde, même si effectivement il porte un peu de veste, de chemise, etc., mais au quotidien, parfois, il va s'habiller un peu différemment, ou en week-end, il va s'habiller différemment. Par contre, il n'avait pas tort, une adolescente de 15-16 ans, à travers le monde entier, globalement, elle a les mêmes goûts. Elle a envie de ressembler à Rihanna. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Elles regardent les mêmes clips, elles ont les mêmes goûts, etc. Et donc, effectivement, j'étais le premier surpris. En Arabie Saoudite, on vend des mini-shorts, on vend tous ces produits. Donc, effectivement, à l'international, le fait de faire une mode pas chère, sexy, fun, facile, dans un concept de magasin qui est pas trop mal léché, et avec une estampille française, ça nous aide énormément. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce que je vous disais, vous voyez, j'étais très transparent, l'image de marque un peu compliquée parfois de Jennifer en France, contre laquelle on travaille énormément, mais moi à l'étranger, je ne l'ai pas. Quand j'arrive, comme bientôt au Kenya, ou à Mayotte, où on cartonne, on a ouvert il y a peu, ou quand je vais ouvrir au Paraguay dans 2 mois, mais les gens, ils voient quoi ? Ils voient juste Jennifer, ouais, c'est sympa, ça me fait penser à Jennifer Lopez. Ils voient un superbe concept de magasin, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal notre concept. Des vêtements, vous savez, nos vêtements, c'est les mêmes que ceux de Pull&Bear, c'est les mêmes fournisseurs, c'est la même chose aujourd'hui. Voilà, au bon prix, et ça marche. Et enfin, pour terminer cette réponse, l'investissement, en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'international, c'est que ce n'est pas nous qui finançons. L'Italie, on a des magasins en propre, donc là, c'est notre argent. Mais moi, par exemple, si demain, vous venez me voir, et c'est ça l'intérêt d'une master franchise, le client vient me voir, Paraguay, il me dit voilà, j'ai entendu parler de votre marque, ça m'intéresse, etc. Souvent, c'est des gens qui ont déjà, soit c'est des groupes, ou c'est des gens qui ont déjà des enseignes, donc qui constituent comme ça des groupes de distribution. Donc, qui ont envie de diversifier leur portfolio de marques. Donc, ils viennent me voir, j'ai vu que ça marchait, c'est intéressant, etc. On discute, on leur fait visiter, mais c'est eux qui payent les travaux. C'est eux qui payent le loyer de l'emplacement. C'est eux qui payent le personnel. En fait, moi, j'ai 0 frais. J'ai 0 frais. Et c'est de la franchise, donc je leur facture. Donc c'est pour ça que c'est très rentable, mais c'est l'intérêt de la franchise. C'est un peu moins, je gagne un peu moins de marge puisqu'on la partage, mais par contre, je n'ai pas d'investissement réalisé. Voilà. Et moi, mon boulot, en tant que franchiseur, c'est de leur assurer un niveau de service, ça c'est très important, et c'est vraiment un des points de force de Jennifer, un niveau de service très important. Moi, j'ai une équipe de visual merchandisers qui tourne pour aller aider et former les partenaires. J'ai des directeurs des ventes internationaux qui sont constamment avec les partenaires pour trouver des solutions, etc. On a une équipe marketing, enfin on a toute une équipe, un back-office qui les aide. C'est des très beaux métiers, si vous voulez, pour plus tard. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en 2e année de chef de produit. Et tout à l'heure, vous parlez du taux de markup et comme quoi il était d'environ 45% à l'étranger. Et je voulais savoir... En Arabie Saoudite. Et du coup, je voulais savoir si c'était des taux de markup plus ou moins similaires en France et comment vous établissiez vos taux de markup en fonction des régions dans le monde. D'accord. Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, non. Donc, effectivement, quand on travaille sur la France, bon, voilà, il y a notre prix d'achat, il y a notre prix de vente, il y a notre marge. Voilà. Bon, c'est simple. Après, quand je parlais de markup, c'est en fait ce qu'on vient rajouter, nous, au prix de vente France. C'est-à-dire, par exemple, un produit qui coûte 10 € TTC en France, il va être l'équivalent de 14,50 en Arabie Saoudite. Voilà. Donc ce markup, en fait, comment on le calcule ? Comme je vous disais, en fait, nous, quand on arrive dans un pays, donc j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe de ça, il va aller voir déjà les acteurs locaux quand même, mais qui ont un certain niveau, puis on va regarder Inditex, quand Inditex est présent.
Parce que si Inditex n'est pas présent, on n'a pas trop de problème de concurrence. Si Inditex, dont Bershka, Stradi, Pool sont présents, on ne peut pas être plus cher. Donc on va regarder sur toutes les catégories, les produits clés. Ben voilà, et donc on va voir, eux, on connaît leur prix en Espagne, on connaît leur prix en France, on regarde le taux de markup qu'ils appliquent et on copie. On fait la même chose. Voilà. Et donc parfois, il y a des pays où on sait 7% de markup, donc de différence par rapport à la France. Il y a des pays où c'est 45%. Mais ça, de toute façon, tout le monde est plus ou moins obligé de suivre la même chose parce que c'est pas tant, oui, je vous dis Inditex bien sûr, mais en fait, c'est en fonction aussi des droits de douane, du transport, du coût de transport du pays en question. Et après, il y a toute une ingénierie qui se met en place. Par exemple, c'est est-ce que je vais expédier par avion? Alors effectivement, quand j'expédie par avion, ben, ça va plus vite, mais c'est beaucoup plus cher. Après, j'ai une partie de ma collection, les basiques, je vais peut-être me dire, bah, tiens, non, je connais bien le pays, je vais les expédier par bateau, du coup ça va coûter moins cher, mon partenaire va mieux marger. Par contre, les actualisations, je vais les envoyer par avion. Vous voyez, on est constamment en train de jouer sur une ribambelle de paramètres. C'est un métier où vous faites très créatif. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, je pense que c'est terminé. Donc, alors, j'ai une petite conclusion à partager avec vous. Hein. Ça va être très vite. Alors, déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et trop pénible. Hein. Je l'ai fait sincèrement en essayant de vous faire partager le mieux possible mon métier. Je me souviens d'une phrase quand j'ai fait ce programme LEM Lyon. J'ai eu la chance de rencontrer, alors ça n'a rien à voir avec notre industrie, hein, mais un type qui s'appelle Jean-Claude Michel, qui a été le patron d'un transporteur, Norbert d'Entresangles. Ça vous dit peut-être quelque chose, des cabillons de Norbert. Bon, c'était une grosse entreprise de transport et qui a fait vraiment croître cette entreprise, qui en a fait un mastodonte multinational. Et donc, il avait une formule qui est assez particulière, mais pour résumer ce qui est important dans la carrière de quelqu'un. Je trouve ça intéressant. Il parle de la théorie des 4 C. Alors, les 4 C, pour réussir sa carrière, il faut avoir du cerveau. C'est évident. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut être stratège, il faut se cultiver, il faut analyser. Il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur, parce qu'effectivement, les affaires d'hommes et de femmes, le management, c'est du cœur. Il faut aimer les gens, il faut aimer vos clients, il faut aimer vos collègues, il faut aimer vos collaborateurs. Il y a des fois des décisions qui sont difficiles à prendre, donc il faut avoir du cœur. Le 3e C, je vais vous le dire en anglais, parce que c'est un camionneur, hein, donc il faut avoir des bollocks. Voilà, vous ferez la traduction. Non, mais bon, je suis désolé, c'est pas hyper élégant, mais pardon? Des quoi? Oui, parce que je ne parle pas bien espagnol. Mais c'est vrai. Je vous le disais tout à l'heure, vous voyez dans l'illustration, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut parfois enfoncer les portes. Faut y aller. Faut croire en vous. Faut vous dire, ben, tiens, ce stage, je vais essayer de le décrocher. Ce job, je le veux à tout prix, je l'aurai. Et puis, il faut de la chance. Voilà, faut pas oublier que dans la vie, il y a de la chance aussi. Alors certes, on la provoque, mais il faut de la chance. Voilà, merci beaucoup. Puis ben, bon vent, bon courage.